Tous les jours, Félix Mathieu nous parle du monde dans lequel nous vivons. Dans quel monde vit-on ? Un Espagnol, Félix, vient d'être condamné à verser plus de 200 000 € à son ex-femme, compensation pour l'avoir fait travailler gratuitement pendant 24 ans. Oui, son mari refusait qu'elle travaille à l'extérieur, lui réservant toutes les tâches ménagères, mais pas que. Elle travaillait aussi dans la salle de sport qu'il gérait, mais sans être déclarée ni payée, évidemment. Plus de 204 000 €, le prix de 24 ans de travail gratuit pour cette femme, mère de 2 enfants, mariée sous le régime de la séparation des biens. Ainsi, on a décidé le tribunal de Vélez Malaga dans le sud du pays. Alors ça ne représente que le salaire minimum pour cette période de 1995 à 2020, en perd l'avocate de l'ex-épouse. En plus de ça, l'ex-mari devra verser une pension alimentaire pour leurs 2 filles. C'est une condamnation rare, Sandrine Boucher, bonjour. Bonjour. C'est une condamnation rare, hein. Ça vient d'Espagne, qui est un pays qui est à la pointe sur le droit des femmes. C'est un pays qui est très en avance sur le droit des femmes et la France ferait bien de s'en inspirer. Oui, très en avance. Alors parlons des féminicides, puisque vous êtes présidente, je le rappelle, de l'Union nationale des familles de féminicides. En 2 jours, ces 2 derniers jours, 3 femmes sont mortes, tuées par leurs compagnons ou leurs ex-conjoints. C'est 3 ou 4 derniers jours. Le 2 mars, une femme de 53 ans a été retrouvée poignardée de 11 coups de couteau à son domicile en Seine-et-Marne. Son compagnon s'est tué en jetant par une fenêtre. Le lendemain, en Gironde, le 3, une aide à domicile de 54 ans a été elle aussi poignardée par son ex. Le même jour, dans la Somme, une jeune femme de 27 ans a été tuée par son conjoint après avoir reçu un coup de couteau à la tempe. Ces 2 dernières victimes avaient porté plainte pour violence contre les hommes qui les ont tués. De quoi interroger sur l'efficacité des mesures de protection existantes. Oui, ça pose beaucoup de questions. Ces 2 derniers féminicides, on se demande comment sont faites les évaluations du danger, puisque manifestement on n'a pas pris en compte la réelle évaluation du danger, sachant que pour le féminicide de Gironde, monsieur avait déjà été condamné à 20 ans de réclusion pour une tentative de féminicide. Il avait été condamné à 20 ans de réclusion pour tentative de féminicide, il était sorti de prison et il a recommencé. Oui, et se pose une autre question, c'est la prise en charge et le suivi des agresseurs. Oui. Dites-moi, on en est à 29 féminicides, c'est ça, depuis le 1er janvier ? Alors, selon le collectif Féminicide par compagnon ou ex, oui, 29 aujourd'hui. 29 aujourd'hui, nous ne sommes qu'au début du mois de mars. Ça ne diminue pas ? Ah non, non seulement ça diminue pas, mais cette année, c'est en augmentation par rapport à l'année dernière. Oui, parce qu'on avait atteint ce chiffre en mois d'avril l'année dernière. Malgré tout ce qu'on dit, malgré toutes les mesures qui sont prises, on va se poser la question, sont-elles suffisantes ? Évidemment. Hein. Et que faut-il faire pour essayer de prévenir ces féminicides ? Alors, il y a des propositions qui sont faites. Il faut préciser que moins d'une victime sur 4 porte plainte aujourd'hui, je crois. Oui, c'est ça. Moins d'une victime sur 4 porte plainte. Alors, proposition d'Isabelle Rome, qui s'occupe de ces questions-là au gouvernement. Elle propose une structure, la mise en place de structures médico-sociales adossées à un hôpital. Ces lieux, je vous lis ce qui est proposé. Ces lieux offriront un espace sécurisé de recueil de la parole des victimes de violences conjugales, d'accompagnement psychologique et juridique, d'information et d'orientation vers les différents partenaires, psychologues, médecins, associations d'aide aux victimes, policiers, gendarmes, tribunal, avocats. Il sera permis de porter plainte sur place. Aujourd'hui, moins d'une victime sur 4 fait cette démarche. Il faut que cela change et que nous allions vers elle. C'est ce que dit le gouvernement. Alors c'est une bonne démarche. Enfin, oui. Après, nous en tant qu'association, on salue toutes les mesures qui sont toutes les initiatives. Toutes les initiatives qui sont pour protéger les femmes. Maintenant, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Il faut s'inspirer des pays qui sont à côté de chez nous. Alors, le gouvernement envisage aussi d'enrichir le fichier de protection des victimes de violences intrafamiliales. Là aussi, c'est important d'avoir un fichier, de connaître qui commet ces violences, qui pourrait commettre ces violences. Alors oui, ça c'est un début. Il existe en Espagne un outil informatique qui s'appelle Viogène. Oui. Cet outil informatique permet à toutes les institutions qui vont accompagner la femme, donc les magistrats, les policiers, les services sociaux, de rentrer dans cet outil tout ce qui va se passer pour la femme victime de violence et de pouvoir évaluer le danger en temps réel.
Donc ils peuvent le compléter, tout le monde peut le compléter, tout le monde peut le consulter aussi. Donc il faut vraiment s'inspirer de ça. Et je pense que si on fait un outil informatique tel qu'il est fait en Espagne, il y a juste à copier, il n'y a rien à inventer. Oui. Ça a fait quand même baisser la récidive de 63% en Espagne. Oui, parce que l'objectif, c'est évidemment de protéger une éventuelle victime. C'est toute la difficulté. C'est toute la difficulté. Et il y a aussi le problème qu'on a aussi en France, c'est qu'on ne prend pas en charge des agresseurs. C'est-à-dire que les mettre en prison des années, c'est bien, mais si on les soigne pas... Il n'y a aucun soin. Il n'y a aucun accompagnement médical. Bien sûr que non. Enfin, je vais vous prendre ma propre situation. Oui. L'assassin de ma sœur a été condamné à 20 ans. Mais votre sœur a été assassinée. Ma sœur a été assassinée par son conjoint. Oui. Il n'a pas eu d'obligation de soins. Donc, il a pris 20 ans, il n'a pas eu d'obligation de soins. Non. Il va sortir, il est libre, et il peut recommencer. Et il peut recommencer. Évidemment. Alors, qu'est-ce que nous dit le gouvernement aussi? Côté judiciaire, des pôles spécialisés sont attendus pour traiter en transversalité. Alors, bon, les violences intrafamiliales avec un dossier unique et des audiences dédiées, au pénal comme au civil. Ça, c'est pas mal, ça. Alors, une justice spécialisée. Oui, voilà, une justice spécialisée, c'est très important parce qu'aujourd'hui, notre justice, elle travaille en silo. Donc, monsieur peut être condamné au pénal pour des violences qu'il a commises sur madame, et par contre, on peut lui octroyer un droit de visite et d'hébergement classique pour ses enfants. Ce qui va mettre la victime encore en situation de difficulté parce qu'un week-end sur deux, elle va devoir remettre ses enfants à l'homme qui a été pourtant condamné au pénal. Alors, les familles de féminicides sont accompagnées ou pas? Vous les accompagnez évidemment, puisque... Alors nous, les associations, oui. Mais sinon, non, elles sont laissées comme ça dans la nature. Oui. Seules dans la nature. Le mot commun à toutes les familles de victimes, c'est le mot solitude. C'est solitude. On nous apprend la mort de notre proche. Oui. Et on est tout seul. Oui. On doit se dépatouiller devant la grosse machine judiciaire. J'imagine que de nombreuses femmes vous appellent, peut-être à l'aide. Oui. Oui. On a été obligé, à la base, c'est vrai que cette association a été créée pour venir en aide aux familles de victimes. Oui, les accompagner. Voilà, dans les démarches, Exactement. Et puis, non seulement dans les démarches, parce qu'elles se sentent seules, vous le disiez, non seulement dans les démarches, mais un accompagnement psychologique. Tout à fait. Et le problème, c'est qu'en médiatisant, nous, nos propres histoires, des femmes victimes de violences nous ont contactées pour dire qu'elles allaient être les prochaines. Oui. Et on ne peut pas les laisser sur le bord de la route, ces femmes-là, donc on les accompagne aussi. Prenons le témoignage de Myriam. Myriam, bonjour. Bonjour, monsieur Bourdin. Bonjour, madame. Merci. Vous avez subi des violences psychologiques de votre ex-compagnon pendant 5 ans. Oui, pendant 5 ans. Et au bout de 5 ans, j'ai été en mesure de fuir le domicile conjugal. Je ne suis pas française, non, je suis canadienne et je suis venue le rejoindre ici. Et donc, ça a été difficile pour moi de le quitter aussitôt que je me suis rendu compte que la situation que je vivais était anormale. Et quand j'ai été en mesure de le faire, j'ai contacté les associations, les services sociaux, les services psychologiques de ma localité. Et un après-midi, des amis sont venus me chercher et j'ai fui. Oui, vous avez fui cette relation toxique. Vous en êtes sortie grâce aux associations, Myriam. Je ne suis pas sortie d'affaires, monsieur. Vous n'êtes pas sortie d'affaires. J'ai eu de l'aide, mais voyez-vous, aussitôt que j'ai pu, j'ai contacté... Enfin, je me suis rendue à la gendarmerie en moins de 24 heures pour... faire une main courante et dire que j'avais quitté le domicile conjugal. On m'avait bien conseillé. Et 7 jours après, j'étais toujours en gendarmerie pour porter plainte. Pour moi, c'était une évidence que j'allais porter plainte contre lui, même si je n'avais jamais eu de violence physique directement sur mon corps. Alors lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il claquait les tiroirs, il me criait dessus, il pointait des objets à mon visage quand il me parlait. Il y avait toutes sortes de violences émotionnelles aussi. Et il ne vous touchait pas physiquement, il vous touchait psychologiquement. C'était une incessante pression psychologique exercée sur vous. Oui, alors
je tiens à dire que il y a eu aussi des abus sexuels sous des rapports totalement consentis. Là, il allait agir ou dire des choses qui étaient inadmissibles. Combien de... Myriam, je vais être obligé d'interrompre parce que techniquement, on entend assez mal votre témoignage, je le regrette beaucoup, mais j'ai bien compris la violence psychologique, hein, Sandrine Boucher. C'est réel aussi, on parle beaucoup de violence physique. Ce témoignage est très important parce que justement, on déconstruit l'image des violences conjugales. Oui. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que la moitié des victimes de féminicide n'avaient pas pris un seul coup avant de mourir. Pardon, mais elle n'avait pas pris un seul coup avant de mourir. C'est le cas de ma sœur. Ma sœur n'avait jamais été frappée avant de mourir. C'était beaucoup de contrôle coercitif, d'emprise. Oui. Mais donc du coup, le témoignage de Myriam est très important parce qu'il faut vraiment faire rentrer dans la tête des gens que la victime de violence conjugale, ce n'est pas la femme qui est pleine de bleu. Voilà. Oui, merci Myriam pour ce témoignage. Oui, ce n'est pas la femme qui est pleine de bleu, c'est la femme qui subit au quotidien ces violences et au-delà de la violence psychologique, c'est quoi? C'est ce regard supérieur de l'homme. Elle disait, Myriam parlait d'agression sexuelle dans le couple. Oui. Dans le couple, de non-consentement. Ça aussi, je regardais toutes les enquêtes. Le nombre de femmes qui s'obligent à faire l'amour avec leur compagnon sans en avoir envie, sans le vouloir, est impressionnant. Oui, alors ça peut être parce qu'il ne faut pas réveiller les enfants, parce que monsieur va crier. Ou elles ont aussi, ces femmes victimes de violence, elles ont aussi un seuil de tolérance à la violence qui n'est pas le même que nous. Oui. Elles ont été formatées par monsieur et du coup, elles ont un seuil très élevé de tolérance à la violence. Maintenant, il ne faut pas oublier que ce sont des crimes de possession. C'est-à-dire que la femme appartient à l'homme et que le jour où elle veut partir, c'est pas possible. C'est soit l'état à eux, soit l'état personne. Oui, j'ai été assez effaré. Vous avez vu toutes les enquêtes sur les jeunes. 23% des jeunes qui pensent qu'il faut plus ou moins forcer une femme. Vous avez vu ça? Alors, il y a encore un autre gros problème. C'est-à-dire qu'il y a une loi qui dit que du CP, à partir du CP, il doit y avoir 3 cours par an à l'éducation sexuelle et affective. Moi, je vous dis, j'ai 2 enfants en âge scolaire. Mon fils en 4e, ma nièce en 5e, ils en ont eu 0. Zéro. Donc il faut vraiment mettre en place des choses qui existent, mais il faut le faire. Bien. J'aimerais beaucoup que des femmes témoignent et nous racontent dans leur vie quotidienne. Est-ce qu'elles se sentent sur un pied d'égalité avec les hommes? Racontez-nous, je ne sais pas, au travail, au sport ou ailleurs. Parce que au-delà, bon... Féminicide, c'est la dernière étape, malheureusement. Mais au-delà de cela, il y a évidemment le quotidien, la vie au quotidien, les inégalités salariales. Bon, ça c'est une réalité. Il y a d'autres réalités, les inégalités en tout genre, les agressions dans la rue aussi. Hein, ça aussi, etc. Donc n'hésitez pas à témoigner, 0826 300 300. Je vous garde, Sandrine Boucher. Pourquoi? Parce que nous allons partir dans une commune de la région parisienne, à Bonneuil-sur-Marne. Pourquoi Bonneuil-sur-Marne? Parce que Bonneuil-sur-Marne sera peut-être la première ville à débaptiser un nombre important de noms de rues. Vous allez comprendre tout de suite, pour donner ces noms de rue à des femmes. C'est une féminisation de la commune, en quelque sorte. C'est très très intéressant ce que fait le maire de Bonneuil-sur-Marne, qui sera avec nous dans un instant. Il est 10h47. Jean-Jacques Bourdin. Les féminicides, Sandrine Boucher, présidente de l'Union nationale des familles de féminicides. Sandrine Boucher, féminicide, il n'y a pas d'âge, hein. Malheureusement, pas de milieu social. Ça peut malheureusement se produire partout. Ça peut se produire partout et à tous les âges. Et à tous les âges. Oui. Vous-même, votre sœur, et puis il n'y a pas de signes avant-coureurs. Enfin, il y avait quelques signes avant-coureurs, mais vous-même, vous ne vous étiez pas attardé sur ces signes. Non, c'était vraiment des signaux très faibles que je n'ai pas su interpréter, puisque voilà, lui, je le connais
connaissez très bien. Et C'était le parrain de votre enfant, je crois. C'était le parrain de mon fils aîné, exactement. Ouais. Donc il faut vraiment alerter les gens sur les signaux faibles qu'on peut nous transmettre. Oui, vraiment. Oui. Les signaux faibles, c'était, il l'empêchait de vivre, quoi, en quelque sorte, hein, l'empêcher de sortir, l'empêcher Mais c'est des signaux qu'on peut prendre comme une sorte de privation de liberté. C'est ça, mais quand on est dans la famille, c'est des signaux qu'on peut prendre comme de la gentillesse. Il allait la chercher à son travail, c'est sympa, c'est gentil, il lui évite de faire le trajet dans la nuit, ou voilà. Oui, on peut prendre ces signaux-là comme de la gentillesse. Comme de la gentillesse, et puis le drame survient. Nous sommes avec Denis Osterhoun, qui est maire de Bonneuil-sur-Marne. Bonjour. Allô, Denis Osterhoun, vous êtes là? Moi, je suis là. Est-ce que vous m'entendez? Mais oui, je vous entends très bien. Alors, le droit des femmes, eh bien, vous avez décidé de prendre les choses en main à Bonneuil-sur-Marne. C'est cela? On peut dire ça de cette façon, effectivement. Mais en tous les cas, on a décidé de prendre notre place dans le sens de l'histoire. Dans le sens de l'histoire. 5 noms de rues féminines seulement sur 170 à Bonneuil, vous allez tout changer. C'est ça, mais en même temps, on ne fait pas exception à la société et à la réalité de l'espace public au niveau national. On est plutôt dans la moyenne. Malheureusement, on est plutôt dans la moyenne nationale. Voilà. Et nous avons décidé il y a 1 an de changer tout ça parce que on n'a pas voulu faire juste des actes symboliques. On s'est dit que tout simplement l'égalité devait être partout et à commencer par l'espace public. Voilà, et vous allez rebaptiser un nombre important de rues de votre commune. 62 rues et 18 équipements publics, ça fait 80. 80. Ouais, c'est la ville la plus féminine du pays. Et vous allez transformer Bonneuil, et Bonneuil deviendra la ville la plus féminine de France. Tout simplement. Dites-moi, ça va peut-être poser quelques problèmes administratifs pour les habitants qui vont changer de nom de rue, puis peut-être des frais, non, engendrés par les changements d'adresse. C'était le sens du travail qu'on a mené depuis 1 an, parce que justement, on n'a pas voulu faire les choses de manière autoritaire et surtout, on n'a pas voulu imposer à la population quelque chose auquel ils n'ont pas adhéré. Donc ça fait 1 an qu'on fait un travail de sensibilisation avec nos habitants. Donc c'est les habitants qui ont proposé des noms, qui ont ensuite fait un écrémage, ensuite qui ont voté sur les noms qui ont été proposés. Et nous avons mis en place, du coup, toute notre administration a eu le temps, parce que le service public est magnifique quand on lui donne les moyens, et bien a eu le temps de travailler sur tous ces aspects. Donc il va y avoir d'ores et déjà, toutes nos équipes sont prêtes pour accompagner notre population pour les changements d'adresse, les changements nécessaires administratifs, et y compris sur les coûts, on va accompagner pour ceux qui n'ont pas les moyens de les accompagner financièrement. Vous allez changer le nom, débaptiser certaines rues. J'imagine que ça risque de provoquer des débats, hein? En même temps, s'il y a débat, c'est qu'il y a un sujet à débattre, et tant mieux. C'est vrai. Parce que s'il n'y avait pas eu de débat, c'est que, c'est qu'il n'y aurait pas de sens. C'est justement l'objectif, c'est de pousser le débat et sensibiliser la population sur ce que les femmes subissent dans une société patriarcale depuis des millénaires, voire des 4 millions d'années qui sont passées, et comment on peut aujourd'hui donner sa place à l'autre moitié de l'humanité. Bien, alors c'est française que nous chérissons. Bien, merci beaucoup Denis Osterhoun. C'est intéressant ce que fait le maire de Bonneuil, indispensable. Oui, c'est un petit événement, mais tout de même significatif d'une prise de conscience. Oui, mais c'est une belle initiative. C'est une belle initiative, évidemment que c'est une belle initiative. Alors, vous avez vu à l'Assemblée nationale ce qui s'est passé, hein? Il y a eu une séance houleuse, l'Assemblée qui a rejeté c'était hier, l'inéligibilité automatique des auteurs de violences conjugales. Vous avez vu ça? Oui, j'ai vu ça. Ça vous a déçu, j'imagine, non? Enfin bon. Alors, moi j'ai d'autres priorités sur la prise en charge des violences conjugales. Donc bon, qui vote ou qui vote pas, ça va pas changer la face du monde. Je pense qu'il faut plus axer sur les vraies mesures pour protéger les femmes. Alors aujourd'hui, Sandrine Boucher, la première mesure à prendre
pour lutter contre la violence conjugale et pour lutter contre le risque de féminicide. Quelle est-elle ? Pour moi, ce qui va vraiment tout changer, c'est ce fichier dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ce fichier. Le fichier Viogène qui va permettre à vraiment tous les acteurs... Ça, il faut le mettre en place. Il faut le mettre en place. Ça permet vraiment à tous les acteurs d'avoir en temps réel tout ce qui se passe pour la femme et surtout de faire une réelle évaluation du danger tout de suite. Et inciter les femmes à aller déposer plainte, inciter les femmes à s'exprimer, à parler, à raconter ce qu'elles subissent. Oui, alors, mais il y a eu réellement une libération de la parole, on le voit, il y a beaucoup plus de femmes qui... Oui. Mais le problème, aujourd'hui, c'est que fait-on de cette parole ensuite ? Oui. C'est ça, elles ont libéré leur parole, les femmes. Il y a beaucoup plus de femmes qui poussent les portes de commissariat. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on en fait après ? Oui. Là, vous voyez, elles ont déposé plainte, 1 mois après, c'était toujours en cours de traitement. Elles sont mortes. Donc voilà, il faut vraiment... Il y a beaucoup aussi de plaintes qui sont classées, sans suite. Donc voilà, oui, mesdames, libérez votre parole, mais après, les institutions, faites-en quelque chose de cette parole. Merci d'être venue nous voir, Sandrine Boucher. Merci. Il est 10h57. Si vous voulez témoigner, vous n'hésitez pas à 0826 300 300. Vous continuez. Nous allons changer de sujet, évidemment. Nous allons replonger dans la politique avec les jeunes responsables de 3 partis politiques. Ça va être intéressant, le débat, entre 11h et midi sur l'antenne de Sud Radio. À tout de suite.